BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, que ce soit devant votre écran ou alors en podcast audio. Vous êtes toujours très nombreux, de plus en plus nombreux à nous retrouver le week-end. Merci encore pour cela. De quoi je me mêle, une petite heure dédiée à l'actu tech avec pour ce nouveau numéro tout à l'heure un point complet sur peut-être le vrai départ de la maison connectée. C'est ce protocole Matter qui en fait est un peu magique puisqu'il va permettre de connecter quasiment n'importe quel objet de n'importe quelle marque à un hub qui va faciliter les choses pour nous, en fait, utilisateurs. On en parlera avec un spécialiste, quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, comme on dit. Il s'agit d'Albert Bouchoucha, qui est un expert dans ce domaine. Il sera avec nous en deuxième partie de quoi je me mêle pour nous expliquer tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter, entre autres, ou même sur Facebook. Merci d'être là encore une fois et bienvenue. Anthony Morel vous a manqué la semaine dernière ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vous livre Anthony Morel sur un plateau. Bon, alors, c'est un plateau télé, mais c'est déjà pas mal. Salut, Anthony. Salut, François. Très bien lancé, hein, vraiment. Là. J'espère que je vous ai manqué. Mais bien sûr, évidemment. Tu sais, on s'habitue et c'est vrai que avoir ton expertise sur l'actu tech que tu vis au quotidien sur BFM Business, entre midi et deux sur RMC, ça a une valeur. C'est super et le fait gentil. de retrouver tout ça en fin de semaine avec toi, c'est top. Mais moi, ça me permet de remettre mes idées, tu vois, de classer les idées aussi. Parce que souvent, quand tu es dans le flux de l'actualité, tu sais, tu es un peu la tête dans le guidon, tu fais des trucs et tout. Et puis, de quoi je me mêle, tu te poses, tu dis alors attends, c'était quoi les grandes thématiques cette semaine ? Tu mets ça en lien avec ce que tu avais fait les semaines précédentes et tout. Et en fait, ça te permet de hiérarchiser, de trier. Donc, c'est un vrai atout aussi pour nous. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on a le temps dans De quoi je me mêle. Exactement. On prend le temps, parce que c'est vrai que Les chroniques à 3 minutes. En tant que chroniqueur de matinale, effectivement, Ouais. tout est compté. Là, c'est top. On prend le temps et on peut aller un petit peu plus loin. Dans l'actualité, aujourd'hui, on va commencer par ChatGPT. Vous le savez, cet outil d'intelligence artificielle conversationnelle qui est dans le feu des médias. Tout le monde parle de ça. Ouais. Hein. Je veux dire, les médias généralistes mainstream se sont emparés de ce truc-là. C'est incroyable. Et donc, ChatGPT, évidemment, tu en parles souvent. Ouais, bien sûr. C'est logique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a raison de dire que tous les médias en parlent. C'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas vu ça en termes d'adoption d'un outil technologique qui est quand même assez pointu, en tout cas la technologie sous-jacente est assez pointue. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis des années, je sais pas, j'allais dire peut-être depuis l'iPhone, mais et après tu as eu l'arrivée des grands réseaux sociaux, mais sinon si tu veux c'est vraiment hyper rapide. Je voyais que les chiffres d'adoption étaient complètement fous, c'est-à-dire qu'en termes de rapidité on était plus rapide que par exemple des sites de streaming comme Spotify, donc des trucs très grand public, et donc ChatGPT qui a eu des millions d'utilisateurs en l'espace de quelques jours là. C'est rigolo parce que tu sais, on parle souvent, on nous dit oui, il n'y a plus d'innovation de rupture, etc. Est-ce que c'est pas justement l'une de ces nouvelles innovations de rupture ? Pour moi, oui. Ouais, pour moi, on est c'est d'accord, clair. même. Écoute, on en teste beaucoup, toi et moi, des innovations. Donc, il y a toujours ce truc de l'effet waouh, le truc qui vraiment te fait dire là, il y aura un avant et un après. J'ai pas vu ça depuis des années. ChatGPT, moi, ça m'a fait cet effet-là. Tu vois, la grande majorité des objets ou des services ou des applications qu'on teste, tu te dis ouais, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est des innovations, ce qu'on pourrait appeler incrémentales. C'est-à-dire que tu as une petite avancée par rapport à ce qui existait déjà. Là, moi, franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas dit, là, ça va vraiment changer quelque chose, ça va changer la vie des gens. C'est-à-dire que vraiment, il y a une utilité réelle. Et puis, il y a un effet, tu te prends une claque quand tu commences à l'utiliser, que tu commences à dialoguer avec le chatbot et qui commence à te répondre en langage naturel. Tout le monde a été bluffé. Je connais pas une personne qui n'ait pas été bluffée, à part peut-être Yann Lequin, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Bon, lui, il a peut-être une raison de ne pas être bluffé, ou en tout cas, peut-être de noyer le poisson. Alors, ChatGPT, ok, vous avez sans doute essayé. Encore une fois, on vous invite à tester. Attention, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de monde qui se connecte sur ce site que, parfois, on a des requêtes qui ne marchent pas. C'est frustrant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lancent leur modèle payant. C'est ça, parce que, bien sûr, ça coûte une fortune. Je crois que c'est 3 millions de dollars par jour, en fait, de coûts de fonctionnement de ChatGPT. De maintenance, de fonctionnement, les serveurs. Le cloud, etc. La puissance processeur. Parce que, imaginez, quand vous posez une question, derrière, vous avez des processeurs qui tournent pour essayer de vous donner l'information au plus juste. Et donc, première info, on devrait avoir, ça commence
je crois que c'est testé, hein. C'est testé, une version ouais. payante de Une ChatGPT. version payante. Donc, si vous voulez profiter de la version gratuite, profitez-en encore maintenant, tant qu'il est encore temps, puisqu'effectivement, bientôt, ce sera payant. Alors, payant, en fait, il y aura deux options. C'est-à-dire que si je comprends bien, tu auras la version je prends la nationale ou je prends l'autoroute. C'est-à-dire, je prends la nationale, mais ça peut être encombré et j'ai pas la priorité sur le réseau. Ouais. Et globalement, quand il y a un T'as le pic, temps de voir le paysage. t'as le temps de voir, c'est vrai. Mais des fois, c'est un peu, voilà, tu t'ennuies Ouais, un peu aussi, c'est tu ça. vois. Et c'est vrai que quand il y a des pics d'utilisation, tu n'auras pas la priorité, clairement. Et ceux qui acceptent de payer, évidemment, eux auront la Ouais. priorité. Et donc, On rend auront des une serveurs version. dédiés, je pense. Évidemment, évidemment. Ce qui est une manière maligne de Bien monétiser sûr. aussi le modèle. C'est vrai qu'on Évidemment. pouvait se demander. Alors, c'est jamais la priorité, hein, en général, dans la Silicon Valley. C'est d'abord l'usage, faire grossir la base d'utilisateurs et ensuite on essaye de gagner de l'argent. Là, ils se disent on va quand même monétiser assez rapidement. Ils auraient pu aussi mettre de la pub, ça aurait pu être une option. Là, ils préfèrent cette option freemium qui est assez intéressante, je dois dire. Je pense que par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'utilité dans leur vie quotidienne, y compris pour la productivité dans leur travail de ChatGPT, qui vont être très heureux de payer un abonnement tout à fait. tous les mois. Hein. Et ça sera très rentable de dépenser 5 euros ou 5 dollars pour pouvoir se servir de ce truc-là qui fait gagner en productivité pas mal de secteurs hein, et qui va sans doute révolutionner pas mal aussi de métiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle qui est développée dans ChatGPT, c'est plusieurs briques technologiques qui viennent d'un peu partout. Il y a du Google, par exemple, dans ChatGPT avec le système Transformer. Mais malgré tout, Google se sent vraiment lésé avec cette histoire-là, parce qu'on sait que depuis des années, Anthony, Google est dans l'intelligence artificielle. C'est sans doute la boîte qui investit le plus là-dedans. Et ben, ils se sont fait doubler par OpenAI et ChatGPT. Et je pense qu'ils ont mal digéré l'histoire. Ah, il y a de quoi être un peu frustré. Et tu as vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire revenir les héros. Sergey Brin, Larry Page. Moi, ça me fait penser à Avengers. Quoi. Ouais, Tu vois, c'est vraiment ça. face à la menace mondiale. Ouais. Les deux héros à la retraite reviennent. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que Sundar Pichai, le patron de Google, patron actuel, eh bien, a visiblement, c'est le New York Times qui révèle ça, rappelé Sergey Brin et Larry Page qui ont lâché toute fonction opérationnelle en 2019 pour superviser, encadrer la riposte à ChatGPT. Alors cette riposte, clairement, ils partent pas de nulle part, hein, Google. Alors c'est vrai d'abord ils se sentent menacés. Pourquoi ils se sentent menacés ? Parce qu'évidemment, un outil comme ChatGPT, ça remet en cause l'utilité d'un moteur de recherche tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages du moteur de recherche où si je peux avoir une réponse en langage naturel et avec une réponse très claire où j'ai pas besoin de cliquer sur 12 liens hypertextes dont je connais pas tellement la fiabilité, je vais plutôt utiliser ce modèle-là en fait. Et forcément, ça représente une menace pour eux. Mais je pense que c'est d'autant plus rageant pour Google qu'ils avaient dans leur tiroir sans doute tout aussi bien, voire mieux. Et ils se murmurent que finalement, ils attendaient le bon moment pour appuyer sur le bouton parce que, étant donné que c'est une boîte qui est mondialement connue et qui a un impact en fait sur la société, ils avaient peur en fait de balancer ça comme ça, de lâcher ça dans la nature et de se prendre des coups de bâton partout parce que tout le monde les aurait pointés du doigt avec ce nouvel outil, non ? Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce qu'effectivement, autant pour une boîte comme OpenAI, ça prête pas vraiment à conséquence. C'est-à-dire que si tu sors un outil comme celui-ci et même qui a 2-3 dérives, parce qu'il y en a, tu vois, même sur ChatGPT, on l'a bien vu, tu peux lui demander des trucs. Alors il n'est pas censé répondre à des questions illégales, mais bon, si tu bidouilles un petit peu, si tu contournes, tu peux quand même obtenir des réponses. Si c'était Google derrière ça, ou si c'était Meta, ou si c'était Microsoft, tout de suite on leur aurait volé dans les plumes parce que c'est des grandes entreprises et que en gros, elles n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Donc ChatGPT avait de ce point de vue-là un avantage. Et tu as raison de dire que Google, clairement, ils ont des outils dans les tiroirs. Simplement là, ils vont être forcés d'une certaine manière à accélérer leur calendrier. Et d'ailleurs, on le sait, hein, ils ont au moins 2 outils sur lesquels ils travaillent. Il y a DeepMind, donc qu'on connaît bien, c'est leur filiale intelligence artificielle qui avait battu le champion du monde de jeux de Go, le champion, alors il y a des champions de poker, de Starcraft, hein, il y a tout un tas de jeux comme ça. Et donc, ils travaillent sur un outil qui s'appelle Sparrow, qui visiblement serait un concurrent de ChatGPT, mais avec un mode justement plus éthique, c'est-à-dire que quand il te donne une réponse, il te donnerait aussi les sources qui ont servi à composer cette réponse. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant. Et puis, ils ont en interne aussi un outil sur lequel ils travaillent, dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Lambda, L-A-M-D-A, qui est aussi un outil conversationnel et qui avait fait pas mal parler de lui. C'était au moment, tu sais, de cet ingénieur qui s'était fait virer de Google
parce qu'il était convaincu que justement cette intelligence artificielle était devenue consciente, c'est-à-dire qu'elle était tellement réaliste dans ses réponses que lui était persuadé qu'elle avait pris une forme de conscience. Bon, évidemment, c'était du délire, mais bon, quand tu te dis que même un mec aussi cortiqué et aussi, j'allais dire, les mains dans le cambouis qu'un mec qui bosse sur l'intelligence artificielle se fait gruger par son invention en quelque sorte. Et tu te dis ça que fait un côté un peu Frankenstein. Complètement. Et donc ça veut dire qu'ils ont en tout cas des outils dans les tiroirs et qu'ils vont les sortir. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça pose toute la question de l'innovation. C'est qui l'innovateur ? Est-ce que c'est celui qui a des technologies dans ses tiroirs, dans les laboratoires de recherche, ou est-ce que c'est celui qui propose un produit utilisable par le grand public ? Parce que c'est ça ChatGPT. Enfin, on l'a tous utilisé, tu l'as utilisé, moi aussi. C'est aussi ça sa force, quoi. Tu as aujourd'hui des programmes qui sont dans tous les laboratoires de recherche de tous les grands groupes technologiques. Et c'est pour ça qu'on parlait de Yann Lequin tout à l'heure. Parce que tu as vu, il y a eu une petite polémique. Donc Yann Lequin, pour ceux qui ne voient pas, c'est le pape de l'intelligence artificielle chez Facebook. C'est ça, exactement. Et d'une manière générale, une sommité dans l'intelligence artificielle en général. C'est un pionnier mondial du machine learning, c'est une figure qui est extrêmement respectée. Il est français. Il est breton. Il représente, il a toute une équipe d'ingénieurs qui ont pignon sur rue dans ce domaine, et Facebook a réussi à les embaucher il y a quelques années de cela. Exactement. Et en fait, là, cette semaine, donc sur Twitter, Yann Lequin s'est fendu d'une série de tweets pour expliquer que ChatGPT, finalement, ne l'impressionnait pas tellement. Que c'était un truc bien ficelé, mais qu'il n'y avait rien de révolutionnaire quand on mettait les mains sous le capot, finalement. Et que, en fait, ces technologies, elles existaient depuis longtemps chez Meta, chez Google, etc. Et il s'est fait tomber dessus à bras raccourcis, ou à bras raccourcis, puisque c'est Astérix en ce moment, par tout un tas d'internautes, et y compris des gens un peu technophiles et tout ça, en lui disant « Ouais, non, mais c'est parce que t'es frustré, t'aurais voulu sortir le produit avant, etc. » Et lui, en fait, moi, je remets pas du tout en cause sa parole à Yann Lequin. Je pense que réellement, il a raison sur le fait qu'il y a sûrement des produits en interne qui existent et qui sont même peut-être plus performants que ChatGPT. Simplement, là, la force d'OpenAI, ça a été de sortir le produit, quoi. Voilà, tu vois que de la même manière que avant l'iPad, tu avais des tablettes Arcos, et puis tu avais des tablettes qui existaient partout dans les laboratoires de recherche. Mais c'est Apple n'a pas inventé la tablette, mais ils ont révolutionné l'objet en quelque sorte. Exactement. Et voilà, et c'est un peu la recette magique de plusieurs technologies, ChatGPT, et ça fait la blague. Exactement, ça fait la blague. C'est la bonne expression. Exactement. Et on peut dire aussi, alors Yann Lequin, qu'on respecte énormément, et on sait qu'effectivement, il doit travailler sur des choses beaucoup plus performantes que ça, doit se sentir quand même un peu frustré, parce que j'imagine qu'il aurait aimé avoir un peu cet outil chez Facebook, parce qu'on a parlé de Google, mais Facebook investit énormément d'argent là-dedans aussi, parce que on peut imaginer que des outils conversationnels dans Facebook, dans WhatsApp, dans Instagram, etc., ça aurait du sens. Évidemment, mais tu vois, ça, on revient à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que je pense que le risque pour une entreprise comme Meta ou comme une entreprise comme Google est beaucoup plus grand que pour OpenAI, et du coup leur grande crainte, tu sais, c'était à la fois que la propagation de fake news. Alors tu me diras, Facebook, ils sont pas à ça près, parce qu'il y a quand même des fake news qui circulent, mais enfin, c'est des reproches en tout cas qui leur sont faits. Et c'est vrai que même ChatGPT, tu vois, aujourd'hui, c'est aussi, faut le dire, c'est un outil qui est très spectaculaire, mais qui dit aussi beaucoup de conneries. Enfin, il y a vraiment des trucs, il le dit avec énormément d'aplomb et de conviction, mais simplement, des fois, il y a des énormités. Moi, je regarde pas mal de trucs, il y a beaucoup de gens qui publient leurs captures d'écran et tout. Tiens, un truc tout bête, je voyais ça tout à l'heure, c'est un mec qui demande à ChatGPT combien font 5 plus 2. Donc ChatGPT dit ça fait 7. Et le mec dit ah bah non, parce que ma femme elle dit toujours que ça fait 8. Et ChatGPT dit bah ouais, mais peut-être que votre femme se trompe ou a mal compris l'énoncé parce que 5 plus 2 font 7. Et le gars dit. Donc jusque-là, il tient la route. Donc jusque-là, il tient la route. Et le gars lui dit non, parce que ma femme a toujours raison. Et là, ChatGPT change d'avis. Il dit ah bon, si votre femme a toujours raison, alors c'est peut-être 5 plus 2 font peut-être effectivement 8. C'est fou ça. Alors est-ce que c'est de l'humour ? Mais je crois pas en fait. Je crois que tu peux réussir à retourner l'intelligence artificielle, quoi. Et donc du coup, tu vois, si c'était Google ou si c'était Meta,
je pense que ça leur serait reproché de manière beaucoup plus vive que si c'est OpenAI. Quand on fait le point et qu'on voit voilà ce que apporte ChatGPT, quand on voit que Microsoft investit 10 milliards dans OpenAI, quand on voit que Google prépare sa riposte 2023 pour Google, ça va être... Ils annoncent plus d'une vingtaine en fait d'innovations sur l'intelligence artificielle Google, parce qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, ils vont tout balancer. Quand on voit Facebook aussi, est-ce que finalement... on ne se retrouve pas avec une espèce de, alors j'exagère un peu, mais boîte de Pandore qui a été ouverte avec ChatGPT. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, celle qui nous impressionne, va s'accélérer de manière exponentielle avec cette concurrence qui était pour l'instant assez gardée, assez contenue finalement. C'est clair. Voilà, est-ce qu'on ne va pas se retrouver là avec une année 2023 où ça va être une surenchère en fait d'intelligence artificielle? Ouais, je pense, je pense qu'il va y avoir une masse de sorties de produits. C'est pour ça que ChatGPT c'est un élément, mais il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, quand tu parles de boîte de Pandore, je trouve que c'est la bonne expression parce que ça va ouvrir en fait plein de sujets sur éthique, philosophique, économique, social, juridique. Enfin, vraiment, ça va être des questions sans fin en fait. Enfin, on en parlait la semaine dernière avec le fait que maintenant ça favorise la triche à l'école. Effectivement, oui, c'est vrai que moi, je pense que les devoirs à la maison n'ont plus de sens à l'heure de ChatGPT parce que tu peux juste tout faire par une IA. La justice aussi, absolument. ChatGPT, ils lui ont fait passer l'examen d'un des MBA les plus prestigieux aux États-Unis. T'as vu ça? Et en fait, il avait entre 10 et 12 et demi, je crois. Il a passé en fait. Il a passé. Il a passé l'examen. Donc tu te dis, bon bah voilà, si on en est là, effectivement, ça n'a plus tellement de sens. Juridique, t'as raison, parce qu'effectivement, ça va être des outils qui vont être utilisés, y compris dans les tribunaux, comme assistant juridique. Ça va révolutionner la vie des avocats, peut-être la vie des juges également. Ça va, même dans plein de métiers, on le racontait, mais voilà, les développeurs informatiques qui font corriger leur code par ChatGPT. Tout va être bouleversé, tu vois, même notre vie à nous. On peut lui demander de préparer une interview, il te prépare l'interview. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas lutter contre ça. Non. Tu vois, on va pas supprimer ces outils. Et puis surtout, lutter n'a aucun sens. Il faut simplement embrasser tout ça, essayer de s'adapter en fait à ce nouvel outil, essayer d'apporter peut-être un petit peu plus de valeur ajoutée humaine, en quelque sorte. Mais c'est compliqué parce que je pense que vraiment tous les champs d'activité sont potentiellement concernés. Il y a un champ qui est particulièrement non, mais qu'on aurait pu penser épargner, c'est celui de l'art. Et en fait, on se rend compte que même le champ artistique, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Alors, on parle de ChatGPT, mais il y a un autre outil que tu as utilisé aussi, je pense, c'est Midjourney. Ouais. Je sais pas si tout le monde connaît Midjourney. Alors, vas-y, explique ce que c'est. Midjourney, en fait, il y a l'équivalent chez OpenAI qui s'appelle DALL-E. Oui, voilà, exactement. DALL-E, c'est la même chose. Et en fait, c'est des outils qui, à partir d'un texte que tu leur écris, va te faire une proposition artistique. Donc en gros, il va dessiner tes idées d'une certaine manière. Et c'est vrai que le résultat est incroyable. Incroyable. Tu dis, voilà, je sais pas moi, par exemple, un lézard avec un parasol. Ouais. Il va te faire 4 ou 5 photos avec un lézard différent à chaque fois, un parasol différent, dans un contexte différent. On peut aller plus loin, un lézard sur la plage avec une mer rouge, n'importe quoi. Dans le style de Monet, tu vois, tu peux lui demander d'imiter le style de quelqu'un. En quelques secondes. Et c'est vrai que les résultats sont bluffants. Et le truc, c'est que là, il y a quelques jours, tu as eu la première campagne de pub réalisée par Midjourney. C'est Martini, tu sais, les apéros là. Ils ont demandé à Midjourney, fais-moi ma campagne de pub, donc 9 visuels qui vont être affichés et tout, et qui sont tout à fait probants, assez classiques finalement, mais tout à fait probants. Et là où il aurait fallu peut-être des semaines de travail à un directeur artistique, des graphistes, des illustrateurs, machin et tout. Des sommes folles. Des sommes folles. En 1 minute. 1 minute. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. Midjourney te sort le truc. Les agences de créa. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est incroyable. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est illustrateur, qui est un excellent dessinateur de bande dessinée et tout. Et franchement, j'en ai pas mal discuté avec lui. Il est un peu à la fois fasciné et effrayé par ce truc-là, parce que à la fois ça leur sert, les créatifs, c'est un outil aussi qui va leur donner des idées, tu vois, ça leur donne du grain à moudre, et après ils peuvent aussi adapter leur travail en fonction des propositions artistiques de la machine. Mais le truc, t'as cette question de jusqu'où je peux me servir de la machine avant que ce soit finalement la machine qui fasse le boulot à ma place, quoi. C'est ça. Et ça, c'est très compliqué, quoi. Oui. Et quand ton client se dira, c'est plus la peine que je prenne cet illustrateur, je vais aller directement sur DALL-E ou sur Midjourney. C'est ce qui va se passer. Là, je sais plus quel éditeur au Japon va éditer un manga au mois de mars qui sera complètement conçu par l'intelligence artificielle. Et tu as des mecs qui font un business. Alors moi, j'ai regardé, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube.
y a peut-être un business à monter. Enfin là, je pense qu'il est trussé. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est que en gros, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire. Donc tu lui dis, écris-moi une histoire pour enfants qui raconte, je sais pas, un enfant qui rencontre un renard, bon, c'est Le Petit Prince, ça existe déjà. Ça a déjà été très bien fait par des humains. Donc tu lui demandes de t'écrire l'histoire. Une fois que tu as l'histoire, tu rentres l'histoire dans ChatGPT, dans Midjourney. Ouais. Donc Midjourney te dessine l'histoire. Et ensuite, bah, tu auto-édites ça sur Amazon et tu vends le bouquin. Et tu as des mecs qui ont fait ça. Et vraiment, en fait, à partir de rien et en l'espace de 30 minutes, tu as un bouquin qui est écrit et qui est en vente et qui va être acheté par certains. Et voilà, c'est fou, quoi. Alors, le petit souci, si on reprend l'exemple de Martini, malgré tout n'est pas rose dans ce système-là, parce que il y a des problèmes de droit d'auteur. C'est-à-dire que finalement, tous ces services d'intelligence artificielle piquent des images un peu à droite à gauche, vont les modeler, les transformer, mais évidemment, ça pose des problèmes de droit d'auteur. Exactement. Et ça, on a vraiment un dilemme juridique. Là, je ne sais pas comment on va le résoudre. Et aux États-Unis, tu as eu le premier procès, là, il y a quelques jours, enfin, une action en justice qui a été lancée par des artistes contre les créateurs de Midjourney, en leur reprochant précisément ça, c'est-à-dire en disant mais attendez, il y a un moment, votre intelligence artificielle, très bien, alors elle agrège finalement des données, elle crée quelque chose, mais elle crée quelque chose à partir de milliards d'images qui ont été scrapées, en fait, qui ont été siphonnées sur Internet sans demander d'autorisation à personne, et ces images-là, elles ont été créées par des vrais artistes. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une rétribution à un moment, surtout si c'est utilisé ensuite commercialement, comme là par Martini, mais il y aura plein d'autres exemples comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait fait c'est un vrai sujet, quoi. Et je pense que là, pour le coup, cette action en justice, alors c'est trois artistes, mais je crois qu'ils l'ont fait sous forme de... Ça peut se transformer en class action, donc peut-être que tu vas avoir d'autres personnes qui vont se mêler à ça, mais ça va être, je pense... Encore une fois, boîte de Pandore, là, on l'a ouverte, mais on n'est pas prêt de la refermer, très clairement. ChatGPT aussi, voilà, c'est un puissant fond de réflexion, d'analyse. On pourra en parler encore pendant une demi-heure. Imaginez un robot connecté à ChatGPT. Moi, c'est ça. Ça va être fou. Un assistant vocal. Enfin, on va se retrouver à discuter, à avoir des conversations en fait avec des machines. Le jour, alors ça existe. Il y a déjà des essais, mais le jour où on va industrialiser la voix avec une intelligence à la ChatGPT. Ouais, ça va être incroyable. Et tu vas avoir un vrai sujet justement, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler de ça, mais autour de l'attachement émotionnel. Pour moi, le vrai sujet, il est là plus parce que les mecs, quand on te pointe les dérives de ChatGPT, c'est on peut créer des malwares avec, on peut diffuser des fake news. Pour moi, il y a un vrai truc, ça va être effectivement le fait que tu puisses tomber amoureux d'une machine, que tu puisses t'attacher et qu'on va pouvoir aussi t'arnaquer en utilisant ces outils-là. Donc, là aussi, il va y avoir des sujets énormes. Les arnaques qu'on va avoir sur Facebook, tu sais, tous les trucs de drague bidon, etc. Ça va être un carnage. C'est ça, ce sera plus le mec qui sait pas écrire et qui vient de parler et tout. Qui est de l'autre côté de la planète. Là ça sera un robot qui va balancer des millions de trucs et qui gérera les sentiments de millions de gens. Et qui pourra récupérer des éléments sur ton profil, donc te parler de manière ultra personnalisée, donc tu auras tout ça. Mais après, gardons aussi en tête, parce que c'est aussi un outil formidable, mais vraiment, quoi. C'est un truc génial en termes d'apprentissage, de productivité. Il y a plein d'applications. Mais c'est à l'image de toutes ces innovations. Internet, c'est formidable, mais en fait, il y a le pire et le meilleur sur Internet. C'est toujours l'usage qu'on en fait. Exactement. Et ChatGPT sera pareil. On change de sujet, on y reviendra bien sûr. Les déboires des GAFAM, parce que là aussi, ça a été, enfin, c'est plus que cette semaine. Ça fait des semaines et des semaines que les GAFAM vont mal. Évidemment, le contexte économique, contexte géopolitique, voilà, et donc on voit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent, Anthony. T'as la liste, non? Je les ai notés quelque part, moi. On sait, Meta 11 000, Google 12 000, Microsoft 10 000, Amazon 18 000, on peut égrener la liste, c'est le plus gros. Twitter, je crois que c'est 4 000 chez Twitter. Spotify, c'est quelques centaines de personnes, parce que c'est une boîte qui est plus petite. Coinbase, alors même s'ils sont européens, Spotify. Oui, absolument. Toutes les boîtes de crypto aussi. Vraiment, là, IBM, là. IBM, absolument. Donc ça fait quand même du monde. Et voilà, on se dit, alors voilà, en plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, on embauche comme on vire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu fais ton petit carton, tu t'en vas. C'est comme dans les séries télé, quoi. Je sais pas si tu as vu, t'as pas mal de vidéos virales là, de mecs de Google qui se sont fait virer, qui filment le moment où ils se font licencier. Donc tu as la vidéo TikTok
d'une personne, d'une salariée de Google, donc qui raconte sa journée chez Google. Donc elle fait tout ce truc. J'arrive dans l'entreprise, donc dans le super Googleplex, machin et tout. Je prends mon petit déjeuner gratuit, j'ai ma journée et tout. Et puis à la fin de la journée, elle reçoit des alertes et tout. Et puis elle se rend juste, elle est virée en 1 seconde, quoi. C'est vraiment pas le truc. Ah oui, on prend pas de pincettes, quoi. Non, on met pas de gants là. Effondré, quoi. Et bah ouais, en fait, ça se passe comme ça. Ouais. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de ces licenciements massifs dans ces boîtes. Ces boîtes sont représentées en France, mais curieusement, l'impact des licenciements en France est moins fort. Alors, c'est un détail, hein, mais par exemple, Google, qui a sans doute, je sais pas moi, des centaines et des centaines d'employés en France, c'est beaucoup plus compliqué pour Google de virer des salariés qui travaillent pour Google en France. Ouais. Et donc, il y a cet airbag aussi social ici. Ah bah bien sûr. Et de la même chose pour Microsoft, pour Facebook, etc. Ouais, ça, c'est intéressant. Absolument. Bon, est-ce que tout ça, parce qu'on peut se dire, voilà, il y a eu le Covid, donc toutes ces boîtes ont été obligées d'embaucher énormément. On se rend compte que le Covid, on en sort bien heureusement et qu'on reprend une vie à peu près normale, moins digitale. Et donc, forcément, comme elle est moins digitale, il y avait trop de monde qui travaillait à l'époque et voilà, ces boîtes respirent en quelque sorte. C'est exactement ça. Hein. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'innovation, à ton avis ? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Ouais, absolument, tu as raison. Ouais, je pense que là, alors c'est intéressant de regarder justement dans le détail là où on va couper dans les effectifs, dans les différentes entreprises. Alors c'est un recensement qui a été fait par le site The Information, qui est en général assez bien informé. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors on peut se focaliser sur Google, Microsoft, Amazon, on pourrait faire les autres aussi. Mais alors par exemple, chez Google, visiblement, c'est à peu près toutes les branches qui vont être concernées, donc à la fois Chrome, Android, le cloud, etc. Mais il y a une branche. Excuse-moi, je te coupe, mais je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, alors ça me fait rire, mais en fait, Google a licencié 20 masseurs thérapistes, en les fameux, ouais. Tu sais, parce que dans le Googleplex, donc en Californie, ils ont une ville entière. Et ils ont je sais pas combien de cuisiniers, je sais pas quoi. Enfin, c'est une vraie ville, quoi. Ils ont donc dans ce plan viré 20 masseurs. Les masseurs, est-ce qu'ils font partie un peu du fantasme de la ville, la Silicon Valley ? Non, mais c'était une petite parenthèse. Mais je trouve qu'en fait, il y a tous les corps de métier. Ouais, mais justement, je trouve que c'est hyper intéressant cet exemple. Google. J'avais pas vu moi ça, mais je pense que parce qu'en fait, le fait que en gros, on se rend compte que ces grands groupes technologiques, c'est des entreprises comme les autres, quoi. C'est-à-dire qu'elles nous ont vendu un rêve de l'entreprise opulente, qui fait tout pour ses salariés. Avec le baby-foot et les croissants gratuits. Les toboggans pour aller au bureau, tu vois, enfin vraiment... Là, c'est plutôt le toboggan pour partir directement. C'est clair, le toboggan, t'es viré, là c'est clair, il t'emmène directement dans l'océan Pacifique. Non, mais c'est vrai, et on avait cette image-là, et en fait, on se rend compte, non, que là, elles virent comme tout le monde, de manière assez rude et, voilà, et impitoyable, et que, effectivement, ça concerne à peu près tous les corps de métier. Et donc, effectivement, les masseurs, je pense que c'était l'une des icônes, l'un des emblèmes en fait de cette. Mais on ne savait pas, moi je ne savais pas qu'il y avait des masseurs employés par Google. Mais si tu sais, alors je te conseille de regarder. Tu as l'histoire je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, le premier ou la première masseuse de chez Google qui est devenu millionnaire. C'était genre la salariée numéro, je sais pas, tu vois, 10 ou 20. Et qui a gagné une fortune parce qu'elle était payée en stock au début. Et voilà, quoi. Ouais. Enfin, bref. Comme le peintre de chez Facebook, tu sais, le mec qui était venu peindre les murs, faire la fresque murale et tout ça, et on l'avait payé en stock, c'était au tout début de Facebook, et le mec, il a gagné je sais plus combien de centaines de millions. Il y a des histoires incroyables comme ça. C'est génial, c'est ça qui est incroyable. Bref. Mais même en France, il y a des salariés d'Iliad, par exemple, de Free, qui sont arrivés au tout début et qui se retrouvent avec des petites fortunes finalement. Mais je pense que parce qu'ils étaient payés en stock option. Mais ceux qui bossent, moi je pense souvent à ceux qui bossent dans les licornes françaises qui ont émergé, tu vois, les premiers salariés de Ledger, de Doctolib, tu vois, de Blablacar il y a un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est pareil, tu vois, ça doit être. Et qui sont récompensés par voilà, d'être là au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une prise de risque aussi et ils sont récompensés pour ça. Mais donc du coup, quand on regarde un petit peu dans le détail, donc Google. Toutes les branches sont touchées, sauf une, c'est la branche Brain, intelligence artificielle. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur ChatGPT, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils sentent la menace venir, donc là, on touche pas et on va mettre des moyens sur ce secteur-là. Chez Microsoft, c'est marrant parce qu'ils vont en profiter pour sortir de choses dont ils commence à voir les limites en termes de potentiel. Par exemple, la réalité mixte. Alors peut-être que c'est aussi un coup dans le fantasme du métaverse, mais tu vois, toute la division HoloLens, par exemple, ils vont pas mal tailler dans les effectifs, leur fameux casque de réalité mixte. Ils vont tailler aussi un peu dans le jeu vidéo, chez Bethesda notamment. Et chez Amazon, ils vont virer pas mal d'innovations, effectivement, alors sur lesquelles ils travaillaient depuis des années, du genre les drones.
le drone de livraison. Donc ça, ils vont pas mal tailler dans les effectifs visiblement. Et dans les fameuses Alexa, enfin les Les petites Echo Show, enceintes là, connectées. tous ces trucs-là. Ouais, Mais c'est bizarre parce qu'ils vont pas arrêter, tu vois. Non, Ils ont mais investi des dizaines et des dizaines de milliards. Enfin, je veux dire, tu peux pas te dire du jour au lendemain, parce qu'il y a, voilà, il y a une turbulence, on va arrêter Alexa, c'est pas possible. non, ils vont pas arrêter. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte, tu sais, ils l'avaient dit d'ailleurs que Alexa, c'était un peu en dessous de leurs espoirs. C'est-à-dire qu'ils imaginaient tout un écosystème bien autour sûr. d'Alexa, un truc de fou. Et en fait, les gens, Un ils s'en outil servent. pour vendre encore plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens, ils s'en servent de minuteur pour les pattes, quoi. Donc, il y a un moment, si tu veux, si c'est vraiment le seul usage que les gens en ont, lancer un morceau de musique et mettre leur réveil, ça sert à rien de mettre des dizaines de milliards en Ouais, mais recherche et d'un côté, développement. regarde, tu connectes ChatGPT à un Alexa. Ah oui, Peut-être que tu pourras vendre plus de choses, parce que en fait, l'intelligence te permettra d'avoir un vrai dialogue, et ça sera peut-être plus pertinent. Tu vois, c'est vrai, parce que c'est vrai. Aujourd'hui, voilà, Alexa, c'est un enfant de 6 mois, ChatGPT, c'est un ado de 15 ans, quoi, tu Ouais, vois, c'est en vrai. termes de réflexion. Ah, Donc, absolument. tu peux te dire, voilà. Non, mais je pense pas qu'ils vont pas arrêter, si tu veux, mais là, ils sont en train de rationaliser un petit peu et c'est ce que tu disais, de virer un peu les excès Bien sûr. du Covid. C'est vrai que Amazon, je veux dire, ils ont doublé d'effectifs je veux Ouais, dire, en oui, l'espace de bien 2 sûr, ans. bien Donc, sûr. il y a un moment. Et puis il y avait des tonnes de produits. Je ne sais pas si tu te souviens de ce drone qui volait dans les maisons, qui surveillait en fait avec des caméras. Moi, je trouvais ce produit génial. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter, mais c'est vrai qu'ils sont partis loin, quoi, Ouais, dans c'est des clair. délires. T'avais le petit robot majordome aussi, là. Je sais Tout plus à comment il fait, s'appelait, tout à sur le- fait. qu'ils avaient Est-ce que tout présenté ça au va moment. disparaître? Écoute, il y a On verra sûrement parce certains- que, comme chaque année, enfin, au même moment, hein, au printemps en général, ces boîtes-là font des conférences de presse où Ouais. ils annoncent un peu leurs nouveautés. On verra si tout ça disparaît ou pas. Bah, j'espère pas. J'espère vraiment qu'on aura des trucs excitants à la Google I.O., tu vois, à la conf intelligence artificielle d'Amazon, aux conférences de Tesla et tout ça. Il y a, nous, c'est ce qui nous enthousiasme aussi, tu vois. Il évidemment. faut qu'il y ait. Alors, des fois, il y a. Non, mais c'est. Parce que tu as raison, il y a des trucs, quand tu dis ils sont partis loin, c'est que des fois, il y a des trucs, c'est complètement what the fuck, tu vois. C'est un peu comme au CES de Las Vegas, où t'as la moitié des produits, tu te dis, ok, c'est rigolo, mais jamais personne achètera ça, en fait. Mais c'est ce qui fait aussi je veux dire, la beauté du secteur tech, quoi. C'est que tu vas avoir 1000 idées, et sur ces 1000 idées, il y en a 10 qui survivront. Et qui vont rapporter des fortunes. Qui vont rapporter des fortunes. Et le reste, ça finira au musée au musée des trucs de la tech. C'est ça. Et c'est quand même super marrant, parce qu'il y a des gens qui ont eu ces idées-là, qui les ont développées, qui ont mis leur énergie, toute leur énergie dans ces projets-là. Voilà, c'est ce qui est beau avec ce secteur, je trouve. Donc j'espère vraiment que ces grands groupes qui portent quand même l'innovation au niveau mondial, ils continuent à mettre des gros. Il y a toujours de la casse, en fait, parce que c'est ça. C'est cette casse-là qui fait que on se rend compte qu'il faut aller dans telle direction, accidentellement on va découvrir un nouvel usage qui va être révolutionnaire, etc. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent. Il faut être prêt à brûler de l'argent et à dire on s'en fout. Et c'est pas la bonne saison, on va dire. C'est pas le bon moment. Le timing est mauvais, c'est ça. Et je crains, tu vois, on parle beaucoup du métaverse. Là, pour le coup, ça va être un sacré coup dur, parce que pour le coup, tu vois, tout le monde est en train de rationaliser. Bon, ça prend quand même moyennement pour l'instant. Donc, est-ce qu'ils vont pas passer complètement à autre chose? Ça va être une grande question, je pense. C'est Mark Zuckerberg, le premier visé, là, pointé du doigt, parce que c'est lui qui tient, en fait, son projet métavers à fond. Complètement. Voilà, il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Est-ce qu'il décide de tout arrêter ou de continuer? Voilà, il a des convictions fortes. Beaucoup moins parler là en ce moment. Franchement, il est très silencieux. C'était que ça. Franchement, là, pendant un an, c'était que ça. Toutes les semaines du métavers, à commencer par des QJM même, parce qu'on suit l'actualité. Bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment métavers, on n'entend plus trop parler, quoi. On parle moins d'Elon Musk, mais on en parle quand même un peu avec Twitter qui, justement, toujours dans cette logique de rationalisation des coûts, fait des trucs incroyables. Il vend ses meubles, c'est-à-dire que les locaux de San Francisco de Twitter, qui étaient prestigieux, enfin voilà, comme toute boîte américaine flamboyante à l'époque, vend là, mais tout, c'est-à-dire des machines à café aux tables, en passant par les éléments de décoration, quoi. C'est ça. Ils ont fait une vente aux enchères, en fait. Je sais pas s'il va vendre sa chemise, Elon Musk, mais en tout cas, ils vendent les meubles, ça c'est sûr. Alors, il y a même des éléments un peu mythiques, tu sais, genre le gros oiseau bleu qui trônait à l'entrée et tout. Et ça s'est vendu, je crois que c'est $40,000. Ça, c'est un super truc. C'est tellement beau, ça. J'avoue, si j'avais les moyens. Ah ouais. Ça, dans ton salon, c'est pas mal. Il faut avoir un grand salon. Il faut avoir un beau salon, c'est vrai. Mais ça fait son petit effet, quand même. Ouais. Je crois que $40,000, je sais plus si c'était la mise à prix ou si c'est le prix auquel il a été vraiment vendu. Mais enfin, en tout cas, il y avait un peu de... C'est quelques objets qui ont rapporté un peu d'argent. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a arrêté de payer ses loyers, Elon Musk. Non, mais tu te rends compte un peu. En France, notamment.
Alors en France, je sais aussi en France, je sais pas. Ouais, peut-être. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a eu un problème de paiement de loyer, etc. Moi, j'ai vu en Angleterre là il y a quelques jours, à leur siège londonien, et donc ils ont Ah dû, non, pardon, c'est en Angleterre, c'est c'était pas à en Londres. France. Et d'ailleurs, tu sais ils se font virer par en fait par le roi d'Angleterre, parce que le siège appartient à la couronne d'Angleterre. Donc enfin tu vois, C'est fou. c'est marrant parce que c'est marrant. En fait, c'est vraiment la stratégie du mauvais payeur. J'imagine que c'est pour pouvoir négocier les loyers à la baisse, quoi. Mais ce qui est une stratégie de grippe-sous. Enfin, tu te dis, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant sur la Silicon Valley qui avait toujours cette image d'opulence et tout. Et là, tu te rends compte que c'est une gestion, mais enfin, c'est même pas de bon père de famille. Non, C'est non, une non. gestion de mec qui serre les cordons de la bourse à fond pour essayer de gratter chaque Oui, et puis dollar. c'est quoi. des économies qui coûtent cher parce qu'après tu paies des majorations, tu paies des procès, enfin c'est tout ça est un peu bizarre, mais bon. Bah oui, mais je pense que c'est Mais ça vraiment prouve peut-être la détresse financière de Twitter. Hein. Ah bah, C'est-à-dire Musk, que... il l'a dit, hein, de toute façon, il a dit je suis en mode réduction des coûts parce que sinon on met la clé sous la porte, quoi. Puis on se met en faillite, quoi. Et c'est lié aussi au fait, on le voit bien, hein, qu'il est en train de chercher un modèle économique C'est avec les abonnements payants, avec là, tu as vu qu'il allait lancer un abonnement sans pub, mais qui coûtera encore plus cher, donc ce sera encore en plus des 8 $ ou 10 $ que tu payes pour avoir la certification. Netflix fait le sens inverse, enfin c'est ça. c'est ça. Exactement. Et là, en fait, tu auras un Twitter Premium sans pub, Ouais. mais tu paieras Mais pour tu ça. paieras, exactement. Et il y aura aussi ce truc où ils veulent permettre aussi de récompenser des contenus qui t'ont plu. Mhm. Un peu comme sur Reddit, tu sais, les Reddit Coins, où tu achètes en fait des coins et tu vas pouvoir donner des récompenses à des publications qui t'ont paru intéressantes. Ça, je trouve que c'est pas mal, moi. C'est pas mal. Parce que tu vois, sur Twitter, je sais pas pour toi, mais souvent, il y a des contenus, genre des threads hyper intéressants, historiques, Bien sûr, où technologiques. t'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses. Et tu peux les récompenser par un like. Ouais, et des fois, tu te dis, bah, en fait, si je pouvais donner 1 ou 2 euros, Ouais, je les donnerais bien avec sûr, plaisir. bien sûr, bien sûr. Donc ça, Ouais, ça ouais. peut être une bonne idée. Voilà pour l'actu de cette semaine. Merci Anthony. Bah, merci à toi, merci à Bon, tous. je pense qu'on aura d'autres sujets encore plus passionnants la semaine prochaine. Anthony, que vous retrouvez donc tous les matins sur BFM Business, sur RMC et RMC Story aussi, avec Estelle Denis. Et puis, vous restez avec nous. On enchaîne dans un instant avec mon deuxième invité, un spécialiste de la maison connectée. C'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Ouais. On va parler de Matter, donc ce fameux protocole qui va, en théorie, espérons-le, révolutionner notre maison connectée. On en parle dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.